Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Nous sommes mercredi et comme chaque semaine, on se retrouve pour passer une petite heure ensemble afin d'aborder un maximum de thèmes qui concernent la gestion de votre patrimoine. C'est Cœur de patrimoine et on donne le coup d'envoi. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on débute Cœur de patrimoine en parlant fiscalité. C'est un domaine, vous allez le voir, qui va a priori nous occuper un moment dans le temps qui vient. Et pour en parler, Benoît Lombard est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Maison Laplace. Alors, on a des lois de finances régulièrement en France. Voilà, parfois en cours d'année, on rectifie. Et dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle la rétroactivité. Et oui, parce que si le droit n'est généralement pas rétroactif, pour ce qui est de la fiscalité, c'est pas tout à fait le cas. Alors, est-ce qu'on peut être assez pédago, Benoît, et dire un petit peu, expliquer ce qu'on entend par ce terme de rétroactivité? Parce que il y en a quasiment deux si on parle de fiscalité, c'est ça? Oui, il y en a plusieurs. D'abord, le caractère rétroactif, c'est dès l'instant où il y a une action, c'est un point qui s'exerce sur un fait passé. C'est qui a le caractère de rétroactivité, de rétrospectivité, si je puis dire. Donc, ça s'applique pour des opérations passées. Ça veut dire que quelque chose peut être voté à un instant T et a vocation à s'appliquer non pas pour l'avenir, ainsi qu'on pourrait légitimement le penser pour toutes sortes de lois, mais qui a vocation à s'appliquer à des faits passés. Et c'est un peu controversé en termes de fiscalité. C'est controversé. D'abord, on peut s'interroger sur le fondement juridique. Et on sait que l'article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir. Et je lis le texte, elle n'a point d'effet rétroactif, sauf que ce principe ne s'impose que de manière législative. Il s'impose au juge, mais pas au législateur. Ah, lui, il fait ce qu'il veut. Alors, quel type de mesures fiscales, on va dire, peuvent faire l'objet de cette rétroactivité dans une loi de finances? Alors, dans la loi de finances, il y a des textes qui s'appliquent, d'abord les textes d'ordre fiscaux, qui s'appliquent à la fiscalité des particuliers ou la fiscalité des sociétés. Eh bien, revenons sur les particuliers. Sur les particuliers, il y a des textes qui peuvent s'appliquer en trois sortes d'impôts qui nous tracassent. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, et puis les droits de mutation à titre gratuit. Dès l'instant où le fait générateur, au moment où on passe l'acte, exemple, je fais une donation, je vais devant mon notaire, je signe mon acte de donation, vous êtes mon heureux donataire, mon cher Cédric, vous acceptez la donation et vous payez l'impôt selon le taux de taxation, selon le barème qui s'applique. Selon nos liens de parenté, vous n'êtes pas mon parent, on paiera 60%, vous paierez 60%, je pourrai prendre en charge les droits de donation, je vous ferai un autre cadeau. Eh bien, là, c'est au moment, effectivement, où on signe l'acte et on sait, entre guillemets, à quelle sauce fiscale je serai mangé. Il en va de même en droit de mutation à titre onéreux. Vous achetez un actif immobilier, vous payez non pas des frais de notaire, ainsi qu'on l'applique, vous payez des émoluments notaires, mais vous payez aussi, surtout, des droits d'enregistrement. Ces droits d'enregistrement, vous les connaissez au moment où vous signez votre acquisition, et puis vous vous acquittez de l'impôt à ce moment-là. Ça, c'est des faits où on a la même chose en matière d'IFI aussi. Donc, c'est des faits qui s'appliquent au moment où l'on contracte, si je puis dire. Là, il n'y a pas de question de rectificative, de rétro... Il n'y a pas de rétroactivité, il n'y a pas de... Là, vous signez... Bon, maintenant, en revanche, il n'en va pas de la même manière, à la fois pour l'impôt sur le revenu et à la fois aussi pour l'impôt sur les sociétés. Revenons sur les particuliers et l'impôt sur le revenu. Toute l'année, et je vais vous faire un résumé, puis on va expliquer ce résumé. Donc, jouez dans l'année, je vous donnerai la règle du jeu à la fin de l'année. Alors moi, j'aime bien jouer au Monopoly, mais si jamais on me donne la règle une fois que j'ai fait un premier tour, ça me va pas. Eh bien, il en va ainsi pour la taxation des revenus que l'on connaît tous les ans, et pas uniquement cette année où on parle de cette petite musique de loi de finances rectificative, donc qui n'existe pas encore, mais qui a pu exister dans le passé, on en reparlera, donc, mais qui s'applique pour toutes les lois fiscales qu'on connaît en fin de l'année, où on connaît le barème de l'impôt sur le revenu, on connaît les taux, on connaît le barème, on connaît les seuils à partir duquel s'applique le barème qu'on le connaît comme étant progressif, on connaît aussi la taxation, on pourra reparler de la plate taxe, mais la taxation à un taux qui est forfaitaire, mais ça on le sait à la fin de l'année. C'est-à-dire que là en fait on présume qu'on va payer X d'impôts, mais une loi de finances rectificative pourrait tout changer. Pour tous les revenus que vous percevez depuis le 1er janvier de cette année. On parle de l'année 2024. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi septembre. On est en septembre. Le temps passe vite. Donc, on est en septembre, mais vous avez perçu des revenus au titre des années passées. Puis, pire encore, au titre de cette année. Pire encore, vous avez perçu des revenus à un moment donné où vous ne soupçonniez pas le fait qu'il y ait une dissolution, puisque la dissolution a été connue après, bien évidemment, le choix du président de la République, de M. Macron,
en juin, si je ne m'abuse. Mais vous avez pu très bien faire une opération, vous avez pu très bien avoir des dividendes, vous avez perçu des revenus de janvier jusqu'à des solutions. L'auditeur qui nous écoute et qui touche son salaire, on va dire normal chaque mois, il se dit finalement, moi, ça change pas grand-chose pour moi, entre guillemets, j'ai pas de décision. Voilà. En revanche, effectivement, un chef d'entreprise qui décide de se payer plus ou moins en dividendes ou en ceci ou cela, ça peut changer du tout au tout. Mais pas uniquement les dividendes que vous pouvez avoir au sein de votre portefeuille de valeurs mobilières. Ah oui, aussi, ouais. Donc vous percevez des dividendes, vous avez un portefeuille d'actions qui fonctionne bien, il y a des dividendes qui sont généralement votés avant le 30 juin, puisqu'on a 6 mois à partir de la clôture de l'exercice pour décider de ce que l'on fait, eh bien vous percevez vos dividendes et puis vous avez un impôt qui est non libératoire de l'impôt sur le revenu. Je rappelle que la flat tax est non libératoire de l'impôt sur le revenu, ça veut dire que c'est un acompte que vous payez et qui sera régularisé l'année prochaine en fonction du taux de taxation qui sera voté d'ici le 31 décembre pour toutes les lois de finances classiques. Bon, est-ce que on ne peut que subir, j'ai envie de dire, ce phénomène, ou on peut éventuellement aller le contester, cette rétroactivité ? Rappelons que dans notre société, tout repose sur la confiance. La liberté d'entreprendre, elle repose sur la confiance. La confiance, elle est importante. La confiance, elle est importante. La confiance dans la parole de l'État et de la confiance dans les sécurités juridiques des transactions qu'on peut faire. C'est la raison pour laquelle la rétroactivité est parfaitement encadrée. Et donc, c'est là où on parle de différentes rétroactivités. Il y a les grandes rétroactivités qui, là, ne peuvent être motivées que pour un motif d'intérêt général et qui, dès l'instant, aussi, nous dit la jurisprudence, elles ne portent pas atteinte à des situations acquises. Il n'en va pas ainsi pour les revenus que vous percevez dans l'année. Et là, c'est ce qu'on appelle la petite rétroactivité. C'est de dire qu'elle est accepté. Pourquoi ? Parce que le fait générateur de l'impôt ne sera définitif qu'au moment où on déclarera ses revenus que l'année prochaine. Et l'année prochaine, vous déclarerez vos revenus en fonction de situation passée, de l'année 2024. En 2025, vous ferez votre déclaration de revenus de l'année 2024. Et là, on fera la masse de l'ensemble de vos revenus et on saura quelle sauce fiscale on est mangé puisque la loi de finances aura été votée. Et donc, cette petite rétroactivité est acceptée dès l'instant où les revenus ont été acquis au titre de l'année antérieure. Et elle n'est pas remise en cause par le Conseil constitutionnel. Elle n'est pas remise en cause non plus par la jurisprudence du Conseil d'État. Comment on fait, Benoît Lombard, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, qu'on accompagne ses clients et qu'on essaye bien évidemment d'anticiper toutes ces évolutions parce qu'on imagine que ça peut affecter finalement la façon dont on gère son patrimoine s'il y a un doute sur le temps qui vient? La première des choses qu'on fait, c'est qu'on explique. Donc, les éléments qu'on a vus. Et la deuxième chose, c'est que tant qu'on ne sait pas à quelle sauce fiscale on sera mangé, eh bien, on peut essayer de différer les opérations pour essayer de connaître, et bien évidemment, le cadre fiscal dans lequel s'inscriront les opérations que l'on souhaite passer. Si l'on est obligé de réaliser certaines opérations, eh bien là, on peut se baser, on peut caler ces opérations sur des éléments d'ordre fiscaux, des textes fiscaux qui sont insusceptibles d'être mis en cause. Et là, on en vient à des faits où le fait générateur de l'impôt est le moment où l'on va effectivement réaliser l'opération. D'accord. Alors on peut faire quelqu'un qui voudrait réaliser son actif professionnel. On peut raisonner en se disant que je peux faire une donation préalable. Je peux apporter les titres à une entité assujettie à l'IS et bénéficier du report ou du sursis d'imposition selon que l'on contrôle la société qui bénéficie de l'apport ou pas, à supposer que ces textes soient eux-mêmes pas mis en cause. Enfin, le grand soir fiscal, à de près ce que je crois savoir, notre nouveau Premier ministre n'y est pas favorable. Non, a priori. Espérons-le, tout dépend. Je rappelle que nous ne connaissons pas encore le futur ministre des Finances. Justement, on aime bien aussi se comparer un peu. Comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce que tout le monde fonctionne un peu comme ça ? Est-ce que la France est isolée ? Est-ce que du coup ça a un impact sur l'attrait, entre guillemets, patrimonial de la France ? Alors, je rappelle que le cadre dans lequel on s'inscrit, il y a des éléments d'ordre protecteur. Il y a l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui nous rappelle que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Donc on a quand même un grand cadre protecteur et on a un cadre supranational aussi puisque les cours de justice, la Cour de justice de l'Union européenne notamment, sont là pour essayer de rappeler à la France le fait qu'il y a des bornes ne pas dépasser. Je vais vous donner un exemple. C'est en 2012, la loi de finances pour 2012 a créé la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et elle s'appliquait à tous les revenus perçus au titre de l'année 2011. Vous avez voté pour 2012, mais elle s'applique à partir du 1er janvier 2011. Or, il s'avère qu'il y avait à l'époque le prélèvement forfaitaire libératoire et que certaines personnes ont pu opter à l'occasion
Prenons l'exemple d'un rachat sur un contrat d'assurance vie sur lequel on avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire à l'époque de 15 ou de 35%. On savait à quelle sauce fiscale, entre guillemets, on était mangé lors de ce retrait. Mais il se trouve que les revenus générés lors du rachat s'intègrent dans l'ensemble du revenu général qui lui-même contribuait à la masse sur laquelle s'appliquait la contribution, et s'applique toujours, la contribution exceptionnelle sur les revenus. Et donc là, il y avait une vraie rétroactivité puisqu'on avait opéré le prélèvement forfaitaire, il était libératoire de l'impôt. Et donc là, le Conseil constitutionnel était saisi et a émis bien évidemment son arrêt. Et donc, dans son arrêt, le 5 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a dit « Oh là !» Pas de rétroactivité là-dessus, parce que la personne qui réalisait son rachat et qui optait pour le prélèvement forfaitaire libératoire avant que le texte soit présenté au Parlement ne pouvait pas savoir qu'il aurait été taxé à une source supérieure. Donc là, il y a quand même des éléments protecteurs en France. Des éléments protecteurs au niveau du droit international, du droit européen, par les tribunaux européens, par la Cour de justice notamment de l'Union européenne. Et puis aussi des éléments protecteurs, puisqu'on sait que la sécurité juridique dans laquelle s'inscrit nos dispositifs permettent de donner de l'attractivité à notre pays. Et cette attractivité risque d'être mise en cause parce que la matière fiscale est mouvante. Ce qui n'est pas le cas par effet miroir dans d'autres États. Et c'est parce que il n'y a pas de remise en cause et qu'il y a une stabilité fiscale dans ces autres États qu'on peut s'interroger sur l'intérêt de changer les règles trop régulièrement. Bon, donc, on peut pas donner de conseils parce qu'il n'y a pas de généralité, etc. Mais ça veut dire que quand on est épargnant, quand on gère son patrimoine, on se rapproche de son conseiller, on essaye d'être attentif à l'actualité, on essaye de voir effectivement, vous nous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a des opérations qu'on peut à coup sûr, entre guillemets, réaliser d'ores et déjà, ou attendre, reporter, voilà, c'est ça les principaux conseils. Il y a des opérations qu'on doit faire immédiatement, qu'on peut faire immédiatement, on ne sait pas si les droits de mutation à titre gratuit demain changeront, on ne sait pas si l'abattement qui est de 15 ans et de 100 000 euros en ligne directe s'appliquera demain. Peut-être que si jamais on a un aspect transitif et qu'on n'a pas utilisé les 100 000 euros, on peut l'utiliser aujourd'hui. Donc on peut peut-être aussi attendre, parce que si on l'a utilisé les 100 000 euros et que demain l'abattement augmente, on aurait une déperdition fiscale. Donc tout dépend de chaque cas. Je parlais des droits de mutation dits gratuits. Sur les droits, sur l'impôt sur le revenu, on peut peut-être différer. Et on peut laisser au sein de son entité encapsuler, conserver, ne pas libérer le dividende. Et on sait que quand la flat tax a été instaurée en 2018, et qu'on a remis la fiscalité à l'endroit, c'est-à-dire que ce n'est pas la fiscalité qui préside de l'opération fiscale, on a vu se libérer, comme par enchantement, tout un tas de capitaux qui étaient encapsulés au sein de sociétés assujetties à l'IS. Donc là, si on a des capitaux, on peut peut-être attendre. Mon conseil, il est surtout aujourd'hui d'attendre. Là. Et on n'est pas à quelques mois près. Attendons de voir quelle source fiscale, attendons de voir, puisque le loi de finances ne tombe pas comme ça. Il y a un projet qui est déposé au Parlement, il y a des discussions, les parlementaires jouent leur rôle, il y a la navette parlementaire, etc. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, à mon sens, on est peut-être à attendre. Merci beaucoup Benoît Lombard et Maison La Place. À très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci Cédric. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre voyage dans votre patrimoine en évoquant à présent les SCPI. Et oui, c'est une classe d'actifs qui vous intéresse énormément. Et pour ce faire, Jonathan Diver est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Pour meilleur SCPI. Petit état des lieux de rentrée. Alors, état des lieux au 30 juin, bien sûr. Mais enfin voilà, on fonctionne par trimestre. Les tendances de ces fameuses SCPI. 2023 a été très difficile, plein de baisses de prix de part. 2024, le début d'année a aussi été un peu chahuté. Et le deuxième trimestre, on voit qu'on reprend des couleurs. Donc c'est tout à fait positif parce que la collecte est en hausse par rapport au premier trimestre. Donc ce qui est un élément quand même rassurant parce qu'il y a quand même pas mal de SCPI bashing. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si on disait tous les jours que les SCPI le sont long bonnes. fleuve tranquille d'il y a quelques années, c'est un petit peu agité. Voilà, il est agité et on a une dynamique qui reste très, très favorable sur le deuxième trimestre. Et le troisième trimestre, alors qui sera moins bon que le deuxième, mais ça c'est parce qu'il y a les vacances et que du coup on place entre guillemets moins. On est à la plage. Voilà, on est à la plage, on profite. En tout cas, il donne des indicateurs encore un peu plus positifs que le deuxième trimestre en termes de dynamisme. Ce qu'on peut dire, c'est que le taux de distribution, donc c'est le rendement des SCPI, 4,44, donc c'est vraiment stable dans le marché. Le fait notoire, et ça je pense que c'est vraiment, pour moi, l'indicateur significatif que le marché est à bouger.
c'est que sur les 38 acquisitions réalisées par les SCPI, alors je rappelle, les SCPI, elles peuvent acheter du bureau, du commerce, de la santé, de la logistique partout en Europe, et même également hors d'Europe, sur les 38 acquisitions sur lesquelles on avait le rendement immobilier, il a été de 7,6% en moyenne, donc il a dépassé les 7,5% de rendement. Ce qu'on voit, c'est qu'elles font de bonnes emplettes pour celles qui collectent de l'argent. Alors, je le disais, le fleuve s'est un petit peu agité, il y a eu beaucoup de questions et on a essayé de, presque comme on le fait à chaque fois quand on s'intéresse à une classe d'actifs, de serrer les SCPI, de se dire tiens, celles-ci elles sont bien, celles-ci voilà, et on a presque dessiné des catégories. Elles ressemblent à quoi ces catégories aujourd'hui, justement, maintenant qu'elles sont presque posées là? Elle ressemble à c'est plus un marché uniforme comme on l'a connu pendant près de 10 ans. Pendant 10 ans, une SCPI, elle distribuait entre 4,5 et 5,5. Il y avait quelques rares SCPI qui distribuaient plus de 6. Mais aujourd'hui, on a un marché qui est largement plus segmenté et qui va se segmenter, selon notre analyse, entre des SCPI qui vont collecter massivement et qui vont investir massivement dans un momentum de marché qui est exceptionnel. Rappelons-le, il faut investir au son du canon. On va avoir des annonces très prochaines des banques centrales qui vont baisser les taux. Si elles baissent les taux de crédit vont baisser. Donc, elles vont redonner du pouvoir d'achat immobilier aux investisseurs. Donc, le momentum, il est maintenant. Donc, pour ces SCPI qui collectent. Après, il y a les SCPI qui sont dites à tonnes, qui ne décollectent pas et qui collectent pas. Bon, celles-ci, j'allais dire, il se passe pas grand-chose. Puis après, il y a celles qui décollectent. Ouais. Alors, pour celles qui décollectent, donc ça veut dire que j'ai des parts en attente de retrait. Le stock de parts au deuxième trimestre, au 30 juin, a baissé, mais c'est un effet mécanique parce qu'il y a eu des baisses de prix de parts. Mais on a vu quand même quelques signaux positifs avec des SCPI qui avaient des parts en attente de cession, qui ont retrouvé des couleurs. Donc, vous voyez comme quoi il n'y a pas un marché des SCPI, il y a plusieurs marchés des SCPI. Et puis alors, un point qui me paraît quand même aussi une lumière dans ce marché des SCPI, c'est qu'il y a eu beaucoup de lancement de SCPI depuis ce début d'année. Parce que le momentum, il est là. Hein, et on a 4 SCPI qui ont été lancés, Osmo Energy, Sophie Dynamique, Mistral Sélection et une dernière Elevation Tertium. Ça montre que le marché, il est très actif. On a beaucoup parlé de problèmes de liquidité chez certaines. Où est-ce qu'on en est ? On en est un peu plus de 2 milliards de parts en attente sur plus de 80 milliards de capitalisation. Donc, vous voyez que c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est un sujet qui est crucial et on a une ordonnance sur les fonds immobiliers qui est parue le 3 juillet 2024 qui apporte, je pense, quelques éléments de réponse. Alors, le premier élément de réponse pour moi, c'est déjà d'un point de vue performance. Les SCPI sont des actifs immobiliers. Ces actifs immobiliers, on peut mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus sur les toits terrasses. Sur les bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On génère du revenu supplémentaire. Jusqu'alors, c'était pas possible. Ou en tout cas, dans des conditions qui faisaient que la marge, elle était faite par l'opérateur, elle n'était pas pour la SCPI. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces SCPI qui détiennent des actifs logistiques, des toitures terrasses très importantes, etc., avec le coût de production des panneaux photovoltaïques qui est en train de baisser, avec leur impact et aussi environnemental qui est en train aussi de s'améliorer, eh bien, on voit que, quelque part, je vais un peu exagérer en disant ça, je ne dis pas qu'on va avoir sur chaque toit d'immeuble une usine de Flamanville, mais on va avoir en tout cas des centres de production. Donc, ça va créer de la valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et alors ça, c'est pour moi vraiment un élément très, très important et presque, j'allais dire, révolutionnaire dans l'univers des SCPI, c'est que désormais, en fait, il n'y a pas de minimum sur le prix de part. Je m'explique. Avant, jusqu'au, on va dire, 3 juillet 2024, tous les prix de part, c'était 150 € par part minimum, plus la prime d'émission. Depuis le 3 juillet 2024, en attente de l'application du décret d'application, eh bien, on a on va avoir la possibilité d'avoir une part à 1 €. Donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça veut dire que concrètement, les SCPI deviennent, pour les gérants qui vont l'appliquer, de l'immobilier fractionné. Ça veut dire que les SCPI, elles vont pouvoir permettre le réinvestissement des dividendes pour à peu près toutes les SCPI du marché, les versements programmés, etc., etc. Donc moi, je trouve ça complètement révolutionnaire. Ça démocratise encore plus ce produit financier. Ce produit d'épargne, exactement, et en ça, finalement, ça va permettre d'améliorer
les problèmes de liquidité. Alors, est-ce que c'est parfait ? Non, c'est pas parfait. Il y a encore d'autres sujets qui doivent être bien évidemment évoqués, mais c'est un premier élément de réponse. Régulièrement, quand vous venez nous voir, on compte sur vous aussi pour essayer de distinguer un petit peu ou de nous illustrer le propos. Vous avez cette fois-ci encore une idée de SCPI à nous proposer ? Alors oui, une toute récente, c'est la SCPI Elevation Tertium. Donc elle a été lancée là, il y a quelques jours. On est en phase sponsor, donc ça veut dire que au lieu de payer 200 € par part, on paye 190 € par part dans les limites. Une petite promo. Voilà, de la première phase sponsor. C'est une SCPI qui est assez j'allais dire unique, puisqu'elle propose d'investir exclusivement dans finalement l'immobilier tertiaire, mais dans les régions et collectivités d'outre-mer, ce qu'on appelle DROMCOM, avec un objectif de taux de rendement interne de 9% et un taux de distribution de 8%. Donc c'est plutôt sympathique comme on rappelle comme quand même objectif. Que quand il y a un rendement élevé, souvent c'est qu'il y a plus de risques. Il y a plus de risques, bien évidemment. Tout ça est non garanti et doit se mettre vraiment dans une logique d'investissement très long terme. Quand on investit en part de SCPI, on n'investit pas pour 5 ans, on investit pour 10, 15, 20 ans. Voilà. Et donc cette SCPI, elle vient de sortir et je pense que c'est une bonne dynamique pour venir compléter son portefeuille. Vous nous avez dit, il y en a quelques-unes comme ça qui arrivent. Ça veut dire que on reste dynamique, on reste innovant, on reste créatif. Très créatif. La fin d'année va être extrêmement dynamique en termes de création de parts de SCPI. Je peux vous dire qu'il y a au moins 4 ou 5 SCPI qui sont dans les tuyaux et qui vont venir compléter son portefeuille. Et rappelons-le que c'est important de bien suivre ces SCPI. Donc, utiliser un agrégateur, ça permet d'avoir une vision consolidée et de prendre des bonnes décisions. Jonathan Diver est meilleur SCPI. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine et à très bientôt. Merci Cédric, à bientôt. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Clé à présent pour investir dans des startups, dans ces sociétés innovantes. Pour en parler, Sébastien Coinon. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Pour So We Found, on va parler de financement participatif, de crowdfunding, comme on dit en bon français dans le texte. C'est ça. Qu'est-ce que c'est déjà ? Peut-être rappeler un petit peu ce financement, ce qu'il est, quelles sont les différentes formes, de quoi peuvent disposer finalement nos épargnants s'ils ont envie d'utiliser j'ai envie de dire ce nouvel outil, mais qui commence à se démocratiser maintenant. Et oui, c'est à la fois récent et ça devient mature puisque le crowdfunding a une dizaine d'années en France et il fait partie, vous savez, de la grande famille du private equity. Donc c'est un petit bout, on va dire, en volume et en valeur du private equity. En cela où on parle d'actifs non cotés, d'actifs risqués et d'actifs qui ne sont pas liquides. En tout cas, pas tout de suite. On espère qu'au bout d'un certain temps... Oui, c'est le but, c'est de jouer sur le long terme. Exactement. Donc, effectivement, une dizaine d'années en France. Et il y a 3 grandes catégories, Cédric. Il y a ce qu'on appelle le don, basique, et c'est comme ça qu'on l'a connu, finalement. Rappelez-vous des KissKissBankBank, Ulule, etc., il y a une dizaine d'années. Et puis après, on a le prêt. Et le dernier critère, enfin la dernier secteur, j'ai envie de dire, ou sous-secteur, c'est l'investissement dans lequel, chez nous, So We Fund, on se trouve, où finalement on peut directement prendre des parts dans les startups, dans les entreprises innovantes, dans les PME, on va dire, digitales, qu'on va trouver par centaines, par milliers en France. Et c'est quelque chose qui devient, j'ai envie de dire, populaire ou qui se popularise, ou ça reste quand même un truc un peu d'happy few. Enfin, quand vous parliez du private equity, pendant longtemps, ce private equity est resté un truc d'ultra spécialiste. Maintenant, ça tente à se démocratiser. Est-ce que c'est le cas aussi pour ce financement participatif ? C'est comme tout, oui, ça se démocratise effectivement. On descend et ça devient de plus en plus accessible. Vous avez des plateformes qui, à partir de 20 €, vous permettent d'investir. Alors, je ne sais pas où vous placez le curseur, mais aujourd'hui, le crowdfunding en France, c'est 2 milliards. 2 milliards, c'est ce qu'on a eu en 2023. On n'a pas les chiffres encore du premier semestre 24, mais voilà, 2 milliards. Juste pour les tendances, il faut avoir en tête qu'il y avait une baisse. Pour la première fois en 10 ans, on a eu une baisse l'an dernier. Une baisse à 2 chiffres, de 11%, essentiellement due, il faut le rappeler, à l'immobilier. Ça ne va pas vous surprendre, parce que les taux ayant augmenté, il y a moins de projets, il y a moins de demandes, enfin moins d'offres et moins de demandes, et du coup, au final, ça a fait que le crowdfunding a baissé au global, à cause de la pierre. Pour le reste, ça continue de monter. Ce qui est intéressant de vous avoir aujourd'hui, Sébastien, c'est d'avoir quelques conseils, nos épargnants qui se disent tiens, pourquoi pas effectivement m'y mettre, mais
quand je parle d'entreprises innovantes, quand je parle de start-up, d'amorçage, etc., parce que ce sont tous ces mots-là qui fonctionnent aussi dans ce monde, quand on le connaît peut-être pas suffisamment bien, et on se dit, j'ai pas les infos, je vais pas savoir comment détecter la bonne entreprise, comment éviter celle qui serait peut-être plus boiteuse, trouver les bons avantages aussi à investir via ce mode opératoire. Comment est-ce qu'on peut donner quelques conseils, détailler un petit peu les choses? Déjà qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, à nous écrire, moi à me contacter sur un LinkedIn, Sébastien Conon, on me trouve assez facilement, mais j'allais dire trait de plaisanterie, mais je plaisante pas en fait, mais sinon le plus basique, c'est avant de savoir dans quoi vous allez investir, dans quelle start-up, quel dossier, quelle entreprise, faites votre enquête, votre due diligence, comme disaient les anglo-saxons, sur la plateforme via laquelle vous allez investir, parce que c'est rarissime de pouvoir investir en direct, à moins que votre meilleur ami, votre cousin lance un business. On va rarement vous demander, vous proposer cette opportunité-là. Donc, de regarder, il y a quand même une 50aine de plateformes sur la plage, c'est-à-dire sur la place de Paris, mais elles sont évidemment un peu partout en France, avec leurs spécificités, leur taille. Certaines ont 6 mois, d'autres 6 ans. Certaines font que du don, que de l'obligation, que de l'IMO. Voilà, il faut regarder, soulever un petit peu le capot, voir à qui vous avez affaire, voir si on vous partage aussi un petit peu le passif, le track record, qui ils ont financé, est-ce qu'ils sont des partenaires, etc. Et donc là, vous en saurez un peu plus. Et du coup, c'est en faisant confiance finalement, en choisissant la bonne plateforme et en établissant ce lien de confiance qu'on finit par se dire, tiens, là j'ai l'impression que j'ai bien ciblé le risque, la viabilité de la boîte dans laquelle je vais entre guillemets investir via cette plateforme, quels avantages je vais y trouver, c'est tout ça qu'on doit cibler. Exactement, on essaie tous de faire de la pédagogie, puis de toute façon on y est contraint puisque c'est une réglementation qui nous y contraint et donc l'agrément à tout moment peut être retiré, donc on fait attention, c'est de l'appel public à l'épargne, on va proposer aux gens de mettre, je vous disais tout à l'heure, 20 euros, 100 euros, parfois des montants bien plus importants, en centaines ou au moins en milliers d'euros, et donc voilà, bien regarder comment ça fonctionne, qui opère, et encore une fois, les deals qu'ils ont déjà pu faire, ça va vous donner, vous allez pouvoir regarder, tiens, mais est-ce que la boîte est toujours en vie, est-ce qu'elle communique, est-ce qu'elle a un site internet, enfin, ça paraît basique, mais savoir dans quoi on met son argent. Parce que ça reste, et il faut le dire, un investissement à risque. C'est risqué, je dirais même c'est très risqué, parce qu'en fait la plupart des entreprises, en tout cas des startups, comme vous le disiez, donc amorçage, c'est-à-dire que j'arrive au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parfois la boîte est toute récente, un peu à l'image peut-être d'un mariage, si je voulais une comparaison plus ou moins heureuse, les premières années, voilà, ça peut être compliqué, on peut aller dans le mur, parfois en klaxonnant, et beaucoup d'entreprises vont pas passer le cap des 3 ans, ou des 5 ans, ou des 7 ans. Donc évidemment, si vous arrivez avant un de ces caps, vous ne retrouverez peut-être jamais votre argent. Donc le risque, il est total, je peux tout perdre, ou parfois partiel, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un événement de liquidité dans lequel je vais pouvoir sortir, retrouver mes billes, mais peut-être qu'on va me rendre 70 sur 100. Il y a une façon de se protéger ou pas? Ça existe? Quitte à y perdre peut-être un peu de rendement, je sais pas, est-ce qu'il y a des mécanismes? Il n'y a pas d'assurance. Le meilleur moyen de vous prémunir contre ça, encore une fois, c'est de regarder votre plateforme. Et puis, par définition, c'est dans le jargon, c'est pas vous que je vais l'apprendre, Cédric, on met pas tous ses œufs au même panier, donc on va y revenir peut-être, mais encore une fois, si vous avez une somme à déployer d'ici la fin de l'année, et souvent, c'est vrai que le 4e trimestre, donc le Q4, est souvent intéresse et rappelle beaucoup d'investisseurs par centaines de milliers, en disant « Ouh là là !» pour alléger la facture, enfin les revenus que je vais déclarer au printemps prochain, j'anticipe, parce qu'avant le 31 décembre, il est encore temps. Et donc, on peut en parler, effectivement, mais ces investissements-là donnent droit, pour partie, pas tous, mais pour partie, à des avantages fiscaux, des réductions d'impôts clairs sur votre IR. Comment est-ce que, on va essayer de passer de l'autre côté de l'écran aussi, comment est-ce que ces plateformes que vous nous avez présentées tout à l'heure sélectionnent-elles leurs projets innovants? C'est les boîtes qui viennent les voir, ce sont les plateformes qui chassent? Il y a de tout, il faut savoir c'est vrai qu'il y a une 50aine d'agréments en France.
donc de plateformes qui peuvent faire du financement participatif. Il y en a des toutes petites, il y en a des grosses qui sont même au Next 40, donc qui font partie des plus belles start-up, scale-up françaises. Et puis au milieu de tout ça, vous avez on va dire des multispécialistes ou des généralistes qui vont faire de la start-up, de l'IMO. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs verticales. Certains vont vous proposer de l'obligation sèche, donc ou convertible en action. À côté de ça, d'investir dans des PME, dans des scale-up, etc. Nous, chez SoWeFund, on a deux verticales, tech et impact, et on ne sait faire que l'innovation. On ne veut faire que l'innovation. Pour répondre à votre point, demande entrante ou sortante, nous, chez SoWeFund, pour vous donner un ordre d'idée, on va analyser 4000 dossiers par an. Donc, en fait, c'est quasiment 50-50. On en reçoit 2000. On va en chercher de nous-mêmes 2000 qu'on va solliciter en disant tiens, vous voudriez pas solliciter votre communauté, puis nos investisseurs, parce que souvent une campagne se fait en 2 temps, pré-collecte avec votre communauté et puis collecte auprès de nos investisseurs. Et il y a, on a bien compris qu'on peut avoir plusieurs domaines d'activité qui sont finançables par ce crowdfunding. Il y a des modes en ce moment, il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. L'immobilier est nettement moins à la mode, on l'a dit, donc on est mine de rien toujours majoritaire, le crowdfunding immobilier, et très souvent vous allez financer par de la dette, un programme sur 24-36 mois, un EHPAD à Saint-Malo, une galerie commerciale dans la banlieue de Bordeaux, et puis donc ça on va dire, voilà, l'immobilier est passé de 2/3 du marché du crowd, c'était énorme, et vous connaissez le peu d'appétence des Français pour le risque, donc ils se disaient qu'au moins avec l'immobilier, le foncier, on allait retrouver un terrain, on avait sa base quand même, c'était le parpaing posé sur le côté. Exactement. Donc ça, c'est maintenant, on est tombé 2/3 à, on va dire, une grosse moitié du crowdfunding, et tout le reste, ça va être un peu de dons, on l'a dit, et beaucoup d'investissement. Et dans l'investissement, encore une fois, donc les sous-parties, pour répondre à votre point sur ce qui marche, évidemment, l'impact, on en parlait tout à l'heure avec dans les coulisses de Cœur de Patrimoine, avec l'un de vos invités précédents. Évidemment, l'économie réelle, financer l'économie réelle, on croit enfoncer une porte ouverte, mais en fait, c'est pas si courant que ça de comprendre où va notre argent, quel impact il a en termes plus qu'avoir du sens, c'est vraiment savoir à quoi il sert, quoi. Voilà, est-ce qu'il sert à maintenir de l'emploi, voire même à créer de l'emploi? Et donc là, ça peut être du social, de l'impact tech sur de l'IA pour avoir, je sais pas, demain des chirurgiens augmentés. Je dis demain, en fait, c'est aujourd'hui, vous le savez, on en parle tout le temps. D'autres, vous avez des plateformes dédiées à ça, à l'impact, dédiées aux infrastructures qui vont financer des nouveaux trains, les trains du futur, des ponts, des nouveaux matériaux pour des maisons plus écolo. Voilà. Il y a, c'est vrai, pas mal, il y a de quoi faire. Franchement, l'offre, on a dit une 50aine d'agréments en France sur des plateformes. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous avez rappelé l'histoire de l'IMO, etc., et c'est vrai que on a reçu énormément de promoteurs qui avaient du mal à trouver des financements bancaires où la banque posait tellement de conditions qu'il fallait qu'ils aient un petit peu plus d'argent avant de s'adresser à la banque. On a vu des chefs de petites entreprises cotées en bourse et râler sur toutes les réglementations, les frais, etc., inhérents à tout ça, et qui se tournaient plutôt vers du financement direct. Est-ce qu'on peut imaginer que le crowdfunding, finalement, se développe et devienne plus qu'un truc de connaisseurs ou un mode de financement, peut-être pas majeur, mais significatif dans le temps qui vient? Alors, significatif, je bois du petit lait. Après, majeur, non. Parce que, à l'image d'ailleurs, on l'a connu tous les deux dans une autre vie, sur les marchés financiers, la bourse. Est-ce que c'est aux particuliers d'aller financer une biotech où finalement on ne sait pas s'il y aura un jour une phase 3 et un médicament qui va sortir de cette start-up-là, ou Carmat dans la medtech, pas très loin. Est-ce que c'est aux particuliers de prendre le risque, quoi, de prendre tout ce risque-là? J'ai envie de dire non. Ça doit rester quand même un truc de pro où la BPI, le fonds de venture capital, de capital risque, donne-le là, mettre les premiers millions, j'ai envie de dire, et puis après on ouvre. D'ailleurs, c'est un peu notre thèse, c'est carrément notre thèse chez SoWeFund. On se présente comme leader du co-investissement, et donc on vous propose des deals qui sont déjà financés, et très souvent c'est un tour de table qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est pas quelque chose qui date de plusieurs années, donc c'est les mêmes conditions, la même valorisation. À côté des plus grands. Exactement.
Merci beaucoup Sébastien. Je vous en prie. On n'a rien dit sur la défisque, mais il faudra revenir. Ouais, mais exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on va se revoir régulièrement dans Cœur de Patrimoine pour continuer à parler un petit peu de ce crowdfunding. Merci d'être passé. So We Found et Sébastien Coinan. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer, Cœur de Patrimoine, cette semaine, on reçoit Stéphane Van Nuffel pour SVH Conseil. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci d'être sur le plateau. C'est la rentrée. On a passé un bon été. On a découvert sa petite note fiscale en passant dans sa boîte mail ou dans son espace. On a reçu sa taxe foncière. Ouais, et bien évidemment, ça nous a fait atterrir parce qu'il y a toujours cette espèce de sujet fiscal à la rentrée, pimenté. On en a parlé tout à l'heure avec Benoît Lombard d'une éventuelle loi de finances rectificative qui va nous remettre tout ça aussi dans l'esprit. Bon, c'est le bon sujet à aborder pour se remettre dans le bain de la rentrée, la fiscalité. De toute façon, historiquement, un bon conseiller en gestion de patrimoine ou un bon conseiller en investissement financier vous dira que après l'été, on fait un petit point de toute façon sur ses placements et évidemment sa situation fiscale qui reste quand même le sport national, puisque une grande majorité des Français met en numéro 1 comme problématique patrimoniale sa fiscalité. Voilà. Donc, en ce moment, les marchés, ils sont comme ils sont. Donc, évidemment, on a besoin de voir nos clients pour faire des petits arbitrages, peut-être qu'ils avaient fait avant l'été, et remettre tout ça avec une vision plus long-termiste à la rentrée. Mais historiquement, vous l'avez rappelé, le mois de septembre, après le mois de mai des déclarations, le mois de septembre, c'est l'avis d'imposition. Donc, c'est le moment où les clients qui n'ont pas compris ce qui s'était passé au mois de mai lors de leur déclaration, alors maintenant que le prélèvement à la source, ils sont de plus en plus rares. Ouais. Mais puis c'est quand même bien fait, la dernière étape. Voilà, mais là, histoire d'aller jusqu'au bout des bonnes nouvelles, comme le climat va bien, on est au mois de septembre, c'est le bonheur, on faisait la rentrée après les vacances, on se rappelle à l'ordre et on met en place sa stratégie fiscale, on va dire plutôt défiscalisation, et on réfléchit à ce qu'on va faire. Ça, c'était historique, évidemment, ça l'est encore plus en termes d'actualité. Voilà, parce qu'il y a nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre, et donc forcément des idées qui vont... Enfin, il y coupera pas. Vous savez comment c'est en France, quel que soit le Premier ministre. Alors maintenant, on sait qui c'est, donc on va voir quelle va être la feuille de route. Mais là, de toute façon, depuis le début, avec le départ de M. Attal, on savait que c'était les recettes qu'ils avaient visées comme moyen de remettre tout ça à plat, ou en tout cas d'essayer d'équilibrer les comptes. Donc à partir du moment où c'est les recettes, ça veut dire les impôts, les entreprises étant pas mal ponctionnées déjà, les particuliers vont être visés de quelque façon que ce soit, la flat tax, la progressivité de l'impôt. On a même entendu le retour du sacro-saint ISF. Donc évidemment, plus que jamais, là je le redis, un bon conseiller en gestion de patrimoine ou un bon conseiller en investissement financier se doit de rappeler à l'ordre ses clients sur le sujet. S'ils n'ont rien fait, il faut faire quelque chose. Et s'ils ont déjà fait quelque chose, est-ce que c'est adapté à la situation et à ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Et on va essayer de donner donc de bons conseils, même si on rappelle que le conseil doit être personnalisé, etc. Et que donc ça ne va être que quelques pistes de réflexion. Non pas forcément pour tailler dans l'impôt, mais pour essayer de le faire intelligemment. On est d'accord ? C'est-à-dire se dire, on va certes travailler la fiscalité, mais à base d'investissement, c'est pas autrement, et notamment avec un produit qui a priori va s'arrêter, qui tire sur la fin, c'est le Pinel. Vous savez, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Cédric, c'est un sujet, l'immobilier, et la loi Pinel est l'héritière d'une multitude de lois qui a été clairement remise en question par les gouvernements successifs des derniers mois. On a vu les conséquences extrêmement positives, et c'est évidemment très cynique ce que je dis sur l'immobilier neuf et les permis de construire. Moi, ça me tient à cœur parce que ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier et que je pratique ces dispositifs, et que quand ces dispositifs sont bien faits, c'est-à-dire, je le rappelle, ça va faire sourire, baisser ses impôts, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'investissement. L'alpha et l'oméga, c'est l'investissement. Et grâce à ces dispositifs, parce qu'on choisit d'investir dans l'immobilier neuf en loi Pinel et qu'on va le mettre en location pour faire la résidence principale de quelqu'un qui a des revenus qu'ils sont plafonnés pour avoir accès à ce dispositif, vous donnera un avantage fiscal pour finalement vous donner l'envie de prendre ce risque plutôt que de faire de l'immobilier classique comme on le fait tous à côté. Donc c'est une loi qui, quoi qu'on en dise, est l'héritière de dispositifs qui ont été très utiles quand ils sont bien faits. Et si vous voulez payer moins d'impôts tout en faisant quelque chose d'intelligent, je le rappelle, de l'investir dans l'immobilier locatif dont on a besoin, c'est un excellent dispositif. Et là, figurez-vous que, moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, pour la première fois pour de vrai, l'idée que ça s'arrête, vraisemblablement, elle est arrivée très clairement sur le tapis. Bon, donc jusqu'au 31 décembre, vous avez la possibilité de profiter de ce dispositif. Je ne vais pas parler du dispositif classique
de la loi Pinel, dont l'avantage fiscal a été, on va le dire, dégradé ces 2 dernières années sur de l'immobilier qui respecte des normes environnementales maintenant qui datent un peu, puisqu'on parle de réglementation thermique 2012. Je vais vous parler du Pinel Plus, avec les normes énergétiques 2020 qui font que vous achetez la Rolls de l'immobilier en termes thermiques, phoniques, etc. et qui maintiennent des avantages fiscaux extrêmement importants. Attention, il ne faut pas viser que l'avantage fiscal. Et jusqu'au 31 décembre, vous avez quelques opérateurs qui ont pris les devants il y a déjà plusieurs mois et qui ont des vrais stocks d'immobilier extrêmement poussés en normes énergétiques, donc d'extrême qualité, pour prévoir une revente dans 10, 15 ou 20 ans, où il y aura aujourd'hui un immobilier qui n'existe pas en 2024. Et vous avez non seulement un avantage fiscal très important, mais en plus, Cédric, puisqu'on arrive au bout, il y a des petites choses éventuellement à négocier avec le promoteur. On peut discuter, évidemment. Ouais. Voilà, donc, mais on n'oublie pas que la discussion, l'avantage fiscal, l'éventuelle petite ristourne qu'on arrive à avoir, ou le frigo offert, ou ceci, cela, ça n'est rien à côté de l'emplacement. L'emplacement, on n'achète pas n'importe quel queue de programme, n'importe où, parce qu'il y a un frigo offert. Mais on l'achète pas de toute façon parce que d'abord, il y a une réduction d'impôt. Parce que c'est ce que je vous disais, le problème a commencé, c'est ça. Donc, on garde les mêmes réflexes que si on investit dans l'immobilier. Attention, on sait que c'est de l'investissement, allez, à grande majorité neuf, même s'il y a de l'ancien réhabilité, mais quartier en devenir, donc attention au terme quartier en devenir, soyez très prudents. Maintenant, l'avantage fondamental sur la RE 2020, c'est-à-dire cet immobilier extrêmement pointu d'un point de vue énergétique, c'est que ça n'existait pas il y a 18 mois. Oui. Donc les programmes qui commencent à être livrés ou ceux qui sont en cours de commercialisation, c'est-à-dire 80% ne sont même pas encore lancés en termes de travaux, c'est un immobilier extrêmement performant. Donc les promoteurs qui se sont lancés là-dessus ne sont pas ceux qu'on aurait pu connaître il y a des années et qui évidemment finissaient la télé, à côté de la déchetterie, plein nord, près de l'autoroute. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on est vraiment sur... Alors, évidemment, le prix va avec, mais j'invite les gens qui payent des impôts à se pencher sur ce sujet. 1, pour payer moins d'impôts. 2, potentiellement bénéficier de cet effet d'aubaine des 3 derniers mois. Les taux sont en baisse, donc ça vaut le coup d'y aller. On n'est plus sur du totalement aberrant en termes de tarification. Et surtout, pensez que cet immobilier-là, dans un marché de tension locatif inédit historiquement, aujourd'hui, pour trouver un logement lorsqu'on est locataire, c'est très dur. Il n'y aura pas de risque de location et vous revendrez un immobilier très pointu dans 10, 12 ou 15 ans. Donc, je pense que tout est réuni pour le faire intelligemment et ne pas le faire que pour payer moins d'impôts. Et vous excluez qu'il y ait un... On ne sait pas encore le nom du futur ministre du logement, mais qui a un nouveau plan. Je n'exclus rien. Parce qu'on a eu du Robien, du Périssol, du Besson. Mon avis, Cédric, c'est qu'a été prorogé un dispositif, on va pas y revenir aujourd'hui, qui s'appelle le dispositif de Normandie, qui avait les mêmes avantages fiscaux en termes de montant de réduction, mais sur non seulement de l'immobilier ancien réhabilité avec travaux, dans une liste de villes réduite en France. S'il doit y avoir quelque chose piloté par M. Barnier, il me semblerait logique qu'on soit sur de la réhabilitation, parce qu'il y a quand même beaucoup de mètres carrés en France qui sont pas aux normes, qui devraient l'être. de ville et autres, et qui mériteraient... Je suis pas inquiet pour les investisseurs. Il existe d'autres dispositifs également au-delà du dispositif Pinel pour faire des choses très bien, mais profitez-en quand même. Bon, pour cette fin d'année, on n'a pas que de l'IMO quand même à faire, si Et non. On a d'autres produits sur lesquels on peut travailler. Eh ben, il y a ce fameux produit, alors je vais pas être le premier à en parler, il y a le plan d'épargne retraite, qui est quand même... PER. Oui, parce que pendant des années, le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, qui était son ancêtre, avait été mal construit, en tout cas c'était mon avis, et puis surtout il était très mal présenté par les banques, parce qu'il était très fermé, très cloisonné, il y avait peu d'offres. Mais depuis quelques années, le PER, a fortiori la dernière bouture, qui permet en plus des modalités de sortie beaucoup plus large, a surtout une structure même de produits très proche d'une assurance vie classique, avec des centaines... On rappelle, l'idée c'est qu'on a mis dans un seul, entre guillemets, et même produit, quasiment l'ensemble des produits retraite. Mais au-delà de ça, même si pour les commander tous. Même si vous êtes un couple de salariés et que ça n'aurait rien changé, vous auriez affaire au PER individuel, le PER1 si on l'appelle comme ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez accès aux mêmes fonds euros que dans des contrats d'assurance vie multi-support très ouverts, plusieurs types de comptes de fonds euros. Vous avez accès à des centaines d'unités de compte, donc des unités de compte thématiques, immobilières, de l'ultra-finance. Vous avez accès à des produits structurés comme dans un compte titre ou un contrat d'assurance vie. Donc, ce problème qu'avait son ancêtre était très cloisonné. L'établissement X avait son produit avec 3 fonds terminés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de proactivité dans un produit de placement. Et parce qu'il y avait, là aussi, une déduction fiscale du plan d'épargne retraite pour se préparer sa retraite plus tard, on se disait ça suffisait pour que les Français y aillent. Non, parce qu'ils ont quand même une culture financière minimum, contrairement à ce qu'on croit. Ils n'aiment pas trop les produits tunnels, etc. Alors qu'il y a une intelligence à avoir, à se donner du temps
dans un produit de long terme, parce que quand même l'objectif c'est de préparer sa retraite, pas y toucher, mais que pendant le temps où vous capitalisez, vous pouvez jouer intelligemment une stratégie sur vos placements, y compris sur les versements. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et que je vous disais que c'est très bien d'en parler aujourd'hui, parce que évidemment, le mieux, c'est de faire des versements programmés réguliers. Tous les mois. Réguliers. Qu'on soit salarié, indépendant, peu importe, on le fait régulier. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi des investissements de façon progressive sur les marchés. On n'investit pas d'un coup dans un domaine. Tous les trimestres, on fait un point et en moyenne, intelligemment, on peut faire du thématique. On fait un peu d'intelligence artificielle. Puis le trimestre d'après, si on s'intéresse, on se dit on va plutôt faire des valeurs de croissance, etc. Je passe le détail. En fin d'année, en revanche, et c'est pour ça qu'on en parle en septembre en général, on fait le point. Parce qu'on a touché des primes, parce que les professions libérales se sont versées des bénéfices, des choses comme ça. Et c'est le moment peut-être, si on n'a pas atteint ces plafonds auxquels on a droit, de mettre au maximum sur son plafond pour optimiser la partie fiscale, tout en ayant, comme pour l'immobilier, le réflexe de se dire que ça reste un placement financier et que son premier réflexe n'est pas de le faire pour déduire, mais pour gagner de l'argent. Investir voilà. Pour que ce produit soit rentable. Et il le sera d'autant plus puisqu'il y aura une déduction fiscale qui vous permettra l'année d'après, lorsque vous toucherez votre réduction d'impôt qui vient de cette déduction, de pouvoir verser presque plus l'année d'après en faisant comme ça tourner cette machine. Et si vous comptez sur 20, 30, 40 ans peut-être pas, mais 20 ou 30 ans de capitalisation, c'est un produit qui est extrêmement exponentiel en termes de résultats. Pour ceux qui vont commencer leur épargne, peut-être qu'on arrivera à 40 ans. Non mais c'est vrai que je vous dis ça en rigolant, parce qu'on est de la même génération, vous vous rappelez, quand vous expliquez à un jeune de 25 ans qu'il faut qu'il ouvre un plan d'épargne retraite, le terme plan d'épargne retraite, ça le surprend. Sauf que quand vous lui expliquez qu'à l'intérieur, je caricature, vous pouvez mettre du Nvidia, je caricature, là à ce moment-là, ça commence à lui parler. Parce que dans un plan d'épargne retraite, vous pouvez mettre des valeurs extrêmement parlantes de consommation, du e-gaming, de la grande technologie qui parle également aux jeunes. Et intellectuellement, s'il commence à 25 ans, à 65, 67, 68, on verra ce que dira M. Barnier. Normalement, il aura un petit pécule pour ses vieux jours. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Van Nuffel et SVH Conseil. Et puis on vous rappelle, tiens, si vous aviez envie d'être toujours convaincu de l'idée de commencer tôt votre épargne, de regarder Yann de Florenne. Il était la semaine dernière sur le plateau pour Modo Patrimoine et il nous avait parlé des intérêts composés. On n'en est pas loin quand on parle de tous ces produits-là. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.